Des chansons qui restent dans toutes les têtes, des tubes indémodables. 40 ans après sa disparition, Claude François demeure sans doute encore aujourd'hui le chanteur de variété le plus populaire de France. Oh, oh, quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio. Dans les baptêmes, dans les communions, dans les fêtes populaires, les gens, au moment où les gens s'assoupissent un peu, on met du Claude François et le délire revient. J'ai l'impression qu'il est parti hier, Claude, donc pour moi il est là. Claude François, il est rentré dans les familles en ouvrant doucement la porte. Il s'est installé et il est resté là, quoi. Et il est avec nous. Mais comment l'adolescent chétif arrivé d'Égypte dans la misère est-il devenu en quelques années l'une des plus grandes stars que la France ait connues? Comment Claude François est-il devenu Clo-Clo? Dans ce documentaire exceptionnel, ceux qui l'ont le mieux connu ont accepté de dévoiler leurs souvenirs et leurs anecdotes. Claude François Junior, son fils aîné. Quand il sortait de scène, mon instinct d'enfant me disait « n'y va pas, n'y va pas, c'est pas lui ». Mais aussi ses collaborateurs. Il m'insulte parce que je fais jamais de chansons pour lui. Ses amis intimes. Le mot Clo-Clo, c'est moi qui l'ai inventé, je vous signale. Comme ses plus grands fans. On a son numéro de téléphone personnel. On peut l'appeler à l'appartement. Qu'est-ce que vous êtes prête à faire pour lui s'il vous disait je vous emmène? Oh, n'importe quoi! Tous livrent un portrait inédit de la star. Sa vie est un roman à ce type. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Claude François, c'est avant tout un précurseur en avance sur son temps. Un showman hors du commun, capable de se réinventer en permanence. Il était avant-gardiste parce qu'il allait à l'encontre de tous les codes des chanteurs de variété française, mettait plus l'accent sur la musique, la musicalité et le visuel. Parce qu'il avait remarqué que le satin rouge, violet, mauve, ça lui donnait un visage absolument de prince charmant. Il est le premier en France à se faire accompagner de danseuses dénudées, ces fameuses Claudettes. Nous étions différentes physiquement, puisqu'il faisait appel à deux blacks, une rousse, une blonde, une brune. Tout le public masculin était acquis aussi. Il est aussi le premier à importer le disco. Je suis en train de dormir, il m'a mis la machin, il me dit c'est ça qu'il faut faire. Ça s'appelle le disco. Je ne sais plus comment faire. Et il est encore le premier à s'imposer à la fois comme chanteur et businessman. Il a très vite senti que les gens qui étaient autour de lui avaient moins d'idées que lui. Il devenait quelqu'un d'autre, il était dans... Je comprends pas, là je comprenais plus où il allait là. Mais Claude François, c'est aussi un côté sombre. Reculez, dégagez, parce que sinon les danseuses vont trébucher dedans, ça va être disgracieux pour les gens. Tout d'un coup, sans transition, il était odieux. C'est vrai que j'avais un peu de mal à suivre cette transformation subite. Il a cette capacité à avoir le regard noir et à mettre la pression qui est assez détestable. C'était quelqu'un qui était bipolaire peut-être, j'en sais rien. Il se mettait en des colères absolument noires et 3 secondes après, il pouvait être charmant et voilà. Qui était-il vraiment? Quel secret cachait ce chanteur hyperactif? Ma mère a plein de raisons d'en vouloir à mon père. Vous allez découvrir un artiste parfois tyrannique. Il veut tout savoir, tout régenter, tout décider. Un homme possessif, blessé par ses échecs amoureux. C'est le pire qu'un homme puisse vivre. Et obsédé par le besoin de séduire. Il fallait suivre. Il y avait la fiancée de la semaine, la fiancée du mois, la fiancée de l'année. Il était obsédé par les filles très jeunes. Vous découvrirez enfin l'intimité d'un père à la fois attachant et maladroit. Ils sont probablement, enfin, voulu, mais j'espère, parce qu'il y avait... Il pouvait que s'en vouloir. À l'aide d'archives inédites, de révélations et de témoignages rares, découvrez les ultimes secrets de Claude François. Voile sur les filles,
barque sur le Nil. Alexandrie, Alexandra, ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Fin 1977, Claude François enregistre ce qui sera l'un de ses plus grands tubes, Alexandrie, Alexandra. Les sirènes du port d'Alexandrie. Un titre entraînant, aux résonances disco, une chorégraphie inoubliable. Le chanteur est alors au sommet de son art. Les papillons de la jeunesse. Comme c'est l'usage, il présente d'abord la chanson dans les plus grandes émissions de variété de l'époque. Marche sur les filles et barque sur le Nil. Mais le 45 tours, lui, ne sort que 3 mois plus tard, le 15 mars 1978. Pourtant, ce jour-là, c'est une autre musique qui résonne à travers la France. Celle des pleurs de tous les fans de Claude François, venus assister à l'enterrement de la star. Rentrez, je vous en supplie. On va l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure, je vous en supplie. Laissez-nous rentrer. Le chanteur est mort 4 jours plus tôt. Claude François était dans son appartement parisien, boulevard Aix-Elmans. Il avait rendez-vous avec Michel Drucker pour enregistrer une émission de variété. Mais en sortant de sa douche, il redresse une applique dans la salle de bain. Il meurt aussitôt électrocuté. À l'autre bout de Paris, dans les studios des Buttes Chaumont, quand la nouvelle arrive, tout le monde est sous le choc. Tu devais l'avoir dans l'émission là. Oui, on attendait Claude, puisque Claude devait être dans notre émission demain. Tout son état-major était déjà là et il avait fait téléphoner qu'il arrivait avec un peu de retard. Nous sommes un petit peu anéantis par tout ça, je crois qu'on n'a pas bien réalisé encore. Claude François disparaît à 39 ans. Et aujourd'hui encore, il reste l'un des plus grands vendeurs de disques, 61 millions d'albums vendus, dont 25 millions depuis sa disparition. Une belle revanche pour ce chanteur dévoré par la soif de réussir, et pourtant parti de rien, 20 ans plus tôt. Tout commence ici, à Monaco. En 1956, la famille de Claude François vient tout juste de s'y installer. Claude François n'est alors qu'un adolescent de 17 ans. Une allure frêle, presque fragile, qui tranche avec celle de la superstar qu'il deviendra bientôt. Pourtant, le jeune homme a déjà surmonté une terrible épreuve. Avec sa famille, il a dû fuir l'Égypte en catastrophe suite à la crise du canal de Suez. Un traumatisme qui le marquera à jamais, comme en témoigne cette interview donnée par le chanteur des années plus tard. Vous êtes d'origine égyptienne? Non, française. Je suis né en Égypte, donc c'était, si vous voulez, le passage faste de ma petite vie. Et puis, quand il y a eu l'histoire du canal en 56, on a tout perdu d'un coup. En Égypte, Claude François menait une existence bourgeoise. Son père faisait partie des notables. Il dirigeait la navigation du canal de Suez. Désormais, ils sont ruinés. Et la famille François est obligée de quitter sa belle résidence. Tout à coup, il se retrouve tout en bas de l'échelle, à vouloir remonter, c'est pas facile. Alors que la principauté vient de célébrer avec faste le mariage de Grace Kelly et du prince Régnier, le jeune Claude François, lui, vit dans la misère. Pour lui qui menait une existence dorée en Égypte, c'est un choc. Il débarque à Monaco, dans la ville de l'argent. Il y a tout ce qui brille à Monaco. Et lui, en fait, ils ont un appartement qui est complètement vide. Il n'y a même pas un lit dans l'appartement et ils sont obligés de dormir par terre sur des couvertures. Pour le fils du chanteur, Claude François Junior, cette rupture brutale avec ses racines marque une étape cruciale dans la personnalité de Claude François. Du jour au lendemain, c'est changement de vie, changement de décor. Je pense que mon père a gardé ce traumatisme toute sa vie. C'est ce qui a construit sa psychologie et toutes ses angoisses toute sa vie. Plus tard, lorsqu'il sera devenu une star, le chanteur évoquera ce profond traumatisme dans une chanson. J'ai eu
moi aussi 17 ans. Le monde n'était pas différent. Serrer les poings bien des années. Des années noires qui forgeront un esprit de revanche. J'ai fait des rêves de géant. Je suis devenu fort à 17 ans. Ça lui apprend que les choses ne sont jamais acquises. Il faut toujours se battre. Et s'il y a un mot qui définit bien Claude François, combattant. Et Claude François doit se battre d'autant plus que son père, Aimé François, se laisse sombrer dans la dépression. C'était un homme qui avait une situation, qui avait la considération, qui avait une très belle maison, qui avait des domestiques, qui venaient faire ses parfums de Paris, qui participaient aux soirées mondaines. Et d'un seul coup, cet homme n'était plus rien. Moi, j'ai dû travailler pendant ces 4 ans et bien après encore plus parce que j'avais toute la famille avec moi et personne ne savait travailler. 2 ans, on n'a vraiment pas eu à manger, c'était tragique. Sans le sou, Claude François doit travailler pour subvenir aux besoins de toute sa famille. Il devient employé de banque, mais le jeune homme cultive un rêve en secret. Claude François a une passion, c'est la musique. Donc il décide tout simplement de démissionner de son poste d'employé de banque et de commencer à courir les auditions. Puisqu'il avait, étant enfant, appris le violon. Et puis, quand il était au Caire, il avait monté avec des copains des petits groupes de musique dans lesquels il tenait les percussions. Un rêve qu'il ne tarde pas à réaliser. À 17 ans, Claude François est engagé comme percussionniste au Sporting Club, un prestigieux orchestre de Monaco. Claude François est aux anges. Il va vite déchanter. Son père lui ordonne d'abandonner la musique. Voir son fils devenir un saltimbanque serait un déshonneur de plus. Il voudrait pour lui un boulot sérieux, un boulot de fonctionnaire quelque part. Je le voyais plutôt dans une banque, enfin Claude dans une banque, ça aurait été étonnant quand même. Mais c'est mal connaître la détermination de Claude François. Entre la musique et son père, le jeune homme choisit la musique. Le père et le fils ne s'adresseront plus jamais la parole, jusqu'au décès du père de Claude François, 4 ans plus tard, en 1961. Ce pardon n'est jamais venu et Claude en a conçu une meurtrissure qui lui est restée à vie. Ça fait partie, vous savez, de ces fêlures qui expliquent toute une existence. Et quelque part, à partir de ce moment-là, Claude François a l'impérieuse nécessité de réussir. Désormais, plus rien ne le retient à Monaco. Claude François croit en sa bonne étoile et il est bien décidé à lancer sa carrière de chanteur. Quand Claude François débarque à Paris, il a 22 ans et il en est convaincu, il deviendra une star de la chanson. Il s'installe sur la butte Montmartre dans un modeste studio avec Jeannette Woolacott, la jeune femme qu'il a épousée 1 an plus tôt. Elle est danseuse, elle est gracieuse, elle est charmante, elle est jolie. Ils étaient très très amoureux, elle était amoureuse aussi. C'est une artiste aussi, donc ils se comprennent naturellement. Ils ont tous les deux l'envie d'une vie différente. Ensemble, le couple rêve de succès. Jeannette trouve une place de danseuse de ballet à l'Olympia. Claude François, prêt à tout pour réussir, frappe à toutes les portes. Et au bout de 6 mois, un producteur lui donne enfin sa chance. Il enregistre un premier 45 tours, le Nabout Twist. Appelez le twist il y a bien longtemps que cela existe. Quand on le réécoute, on est très surpris parce que c'est une chanson qui a des sonorités très orientales. Finalement, il y met déjà une part de lui-même. Mais ses espoirs de succès avec le Nabout Twist sont vite déçus. Le timing n'est visiblement pas le bon. Le disque ne marche pas. Il sort en mars 1962, ce premier disque. C'était le jour de l'indépendance
et de la fin de la guerre d'Algérie, les Français ne veulent pas danser sur de la musique arabe, évidemment. Claude François n'avait pas envisagé cet échec. Persuadé de son talent, le jeune homme est profondément blessé. Et pour survivre, il doit recommencer à jouer dans des petits orchestres. En réalité, c'est Jeannette qui fait bouillir la marmite. C'est très vexant pour lui. C'est un loser, faut pas hésiter à le dire. Ça ne marche pas. Une situation que Claude François supporte très mal. D'autant que sa femme, elle, danse tous les soirs à l'Olympia, où elle récolte les honneurs et les bravos. Claude François commence à se montrer envieux, jaloux et bientôt possessif, jusqu'à l'extrême. Il lui a piqué son passeport, il l'enfermait. C'était maladif, hein, je crois, mais peut-être qu'il sentait qu'elle était en train de lui échapper et qu'elle, elle avait ce côté très frais et il avait peur de la perdre. Mais Jeannette s'éloigne de plus en plus de Claude François. Un mois plus tard, en avril 1962, elle le quitte. Claude François se retrouve seul dans leur studio de la rue Véron. Et il souffre d'autant plus que Jeannette l'a quitté pour une vraie star. Monsieur 100 000 volts, Gilbert Bécaud. Sa femme le quitte pour le plus grand chanteur, la plus grande idole, Gilbert Bécaud. C'est le pire qu'un homme puisse vivre. Du coup, ça va lui renforcer son désir de réussir. Il faut qu'il devienne une star et il va se battre pour ça. Trahi, humilié, Claude François redouble d'efforts et s'accroche à son rêve de devenir un jour numéro 1. Il va alors se mettre en quête du tube qui lancera sa carrière. Oui, serre la main, ouais, un grand cul. Après l'échec de son premier disque, le Nabout Twist, Claude François comprend qu'il doit coller au goût du public. En 1962, le tout Paris découvre le rock'n'roll et les chansons joyeuses des yéyés. C'est la naissance d'une génération de jeunes artistes comme Johnny Hallyday ou la chanteuse Sheila. C'était quand même le début du rock'n'roll, du twist. Voilà, puis surtout, c'était la première fois où les jeunes générations avaient le droit de parler. Et la grande force de ces années-là, on avait tous à peu près le même âge. Donc c'est une génération de jeunes d'une vingtaine d'années qui ont créé ce qui est devenu aujourd'hui les années yéyé. À l'époque, on assiste à la naissance d'une nouvelle vedette yéyé par semaine, mais pour devenir une star, il faut se démarquer. Il y avait beaucoup de concurrence et tout le monde avait envie de chanter. Moi, je veux dire, je venais des marchés, j'avais envie de monter un groupe et j'avais envie de chanter parce que voilà, tout le monde faisait ça. C'était plein d'énergie, de gens qui avaient envie d'y arriver. Mais pour le jeune Claude François, réussir est plus qu'une envie, c'est une nécessité. Alors cet été 1962, quand il entend ce morceau américain des Everly Brothers, il a une révélation. Il sait que c'est la chance de sa vie. Il sait que ce tube américain va devenir un tube en Europe. Claude François veut absolument adapter ce titre. Et le petit chanteur anonyme de 23 ans se montre tellement convaincant qu'un grand producteur de l'époque lui accorde une seconde chance malgré l'échec de son premier 45 tours. Mais Claude François n'est pas encore star, qu'il en a déjà toutes les attitudes. Quand il découvre les paroles de l'adaptation française, il veut tout changer. Il se rend alors chez une célèbre parolière de l'époque. Claude François dit rien, c'est négatif, c'est en bas, c'est pas possible. Il faut un truc qui s'élève, un peu comme les cloches, comment on dit cloche en anglais? Belle, voilà, belle, très bien. Je voudrais un truc qui fasse belle. Elles sont toutes belles comme le jour. Claude François en est persuadé. Il tient la chanson qui fera de lui une star. Il en est tellement convaincu qu'il fait le pied de grue pendant des heures à Europe 1 pour présenter sa maquette. Je vois de l'autre côté du couloir, je vois ce mot, mais on sentait une telle envie de s'en sortir. C'était vraiment émouvant, quoi. Et à force de persuasion, il convainc Daniel Philippaki, le présentateur de Salut les copains, l'émission phare de l'époque, de diffuser son titre. Daniel le passe, il le met chouchou de la semaine, ce qui voulait dire qu'il passait 2 fois par émission.
pendant une semaine, et boum, c'était parti, quoi. Belle, 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 hein, comme le jour. Ben, quand on a 16 ans et qu'on entend cette chanson, voilà, on s'identifie. 6 mois seulement après sa rupture, Claude François tient sa revanche. Sa carrière décolle. En quelques semaines, Belle, belle, belle est sur toutes les ondes. Et le public découvre le visage du jeune chanteur dans son tout premier Scopitone, l'ancêtre du clip. Mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi. C'est parce que tu crois, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Derrière la caméra, un jeune réalisateur encore inconnu, Claude Lelouch. Belles, belles, belles de jour en jour. Il aurait fallu être aveugle ce matin-là, quand j'ai tourné Belle, 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 pour voir que ce type avait tous les talents. Il avait tous les talents. Une force de travail, et puis surtout, c'était beau à regarder, à entendre. Dans ces moments, tu te souviendras que ton vieux père disait, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Il est arrivé à une époque où on avait besoin de lui. Je veux dire que c'est un chanteur qui est complètement synchrone avec son temps. Voilà, mon père est rentré vraiment, après avoir un peu galéré, il est vraiment rentré par la grande porte avec un énorme succès. Et après, il n'a jamais lâché le morceau. Son physique de jeune premier et ses paroles joyeuses séduisent le public. Claude François n'a que 23 ans et il est numéro 1 du hit parade. Le fils renié, le mari trahi savoure sa victoire. Mais il ne compte pas s'arrêter là. Il parle de ses chansons. Il a écrit une chanson qui s'appelle Belle, belle, belle. Depuis la sortie de Belle, 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 à chacune de ses apparitions, Claude François, la nouvelle vedette des yéyés, provoque l'hystérie. Mais depuis ses 17 ans, le jeune homme sait qu'on peut tout perdre du jour au lendemain. Alors il se méfie de ses rivaux, notamment d'un certain Johnny Hallyday, l'idole des jeunes. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envie. Il est obsédé par Johnny Hallyday. C'est-à-dire qu'il est absolument capable, lorsque les radios programment du Johnny Hallyday, d'appeler pour dire « Ne passez pas ça, cette chanson n'est pas bien ». Il vit dans le conflit avec Johnny Hallyday. Pour se démarquer de Johnny Hallyday, Claude François décide de cultiver une autre image. Il adopte un look à l'opposé de son rival rocker. Il adopte un look extrêmement classique. Petit costume bleu marine, chemise blanche, cravate. Le classicisme à l'état pur qui lui va extrêmement bien, d'ailleurs, qu'il porte avec beaucoup d'élégance. La différence entre Claude et Johnny, Johnny c'était plutôt le blouson noir, le mauvais garçon qui choquait beaucoup les parents à l'époque. Alors que Claude, c'était le blond, charmant, gentil et qui faisait pas peur dans les familles. Mais c'est sur scène que Claude François impose un style bien à lui. Johnny, il bougeait la jambe, il faisait du rock et il avait une guitare. Claude, c'était pas ça. Claude, c'était l'énergie à l'état pur. Claude François est le plus dansant, c'est une bête de scène. Il a la comédie musicale dans la... Moi, il me fait penser à Fred Astaire, quoi. Je veux dire, Fred Astaire qui chanterait, etc. Donc, à lui tout seul, c'est une comédie musicale. C'est un showman. C'est ce qui a fait sa force, c'est ce qui a fait Claude François. C'était infernal, comme il dansait, mais comme un fou. Il était cinglé. Jusqu'à tomber par terre de fatigue. Et tout ça avec une nervosité extraordinaire. Il s'est donné un mal de chien, le mec. Non, il leur en donnait pour leur pognon, bon. Aïe, aïe, aïe. C'est dur, hein. Ouh. Je dors un peu.
Claude François se dépense sans compter pour satisfaire un public de fans qui attendent la sortie de chacune de ses chansons. Je cognerai le jour, je cognerai la nuit, j'y mettrai tout mon cœur, je bâtirai une ferme, une grange et une barrière, et j'y mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, oh oh, ça serait le bonheur. À 24 ans, Claude François fête sa première année de carrière. Il a déjà vendu 2 millions d'albums et reçoit ses 2 premiers disques d'or. Tube après tube, Claude François devient Clo-Clo, un surnom qu'il doit à son photographe de l'époque, Jean-Marie Perrier. Le mot Clo-Clo, c'est moi qui l'ai inventé, je vous signale. Hein. J'avais dit dans le journal, il faut l'appeler Clo-Clo à la belle gueule. Et le Clo-Clo est resté. Ses fans lui vouent un culte sans limite. Elles le suivent dans tous ses déplacements. Parmi elles, beaucoup de filles, souvent très jeunes, qui s'invitent parfois sur scène. C'est la Clo-Clo-mania. Qu'est-ce que vous êtes prête à faire pour lui s'il vous disait je vous emmène? Oh, n'importe quoi! Oh, n'importe quoi! N'importe quoi! Elle le touchait partout. Il y en a qui ne se lavaient pas les mains pendant des jours. Elle lui sautait dessus. Parfois, il avait du mal à s'en sortir. Grâce à son nouveau statut de vedette, le jeune homme de 25 ans s'offre un appartement boulevard Exelmans, dans le très chic 16e arrondissement de Paris. Certaines groupies campent littéralement devant chez lui. Elle couchait sur son palier. Elles étaient en train de dormir devant sa porte. Vive mon Clo-Clo. Ça vous amuse de voir, au fond, détériorer votre appartement? Ça fait partie d'une espèce d'institution. C'est une forme de sympathie. C'est comme une fille qui monte sur une scène ou un cri de fille. Tout ça, ça fait partie d'un même système. Donc c'est sympathique en ce qui me concerne. Vous aimez Claude François, pourquoi? Parce qu'il chante bien. Parce qu'il est beau. Parce que je l'aime. Qu'est-ce que nous ferions pas pour Claude? Une euphorie que Claude François sait entretenir, comme se souvient Sylvie Mathurin, fan de La Première Heure, et qui deviendra plus tard son habilleuse. On a son numéro de téléphone personnel, on peut l'appeler à l'appartement, principalement la nuit, et on peut échanger quelques mots. Il a besoin d'avoir le conseil de ses fans sur tout ce qu'il fait. Et puis il a besoin de prendre cette température, cet amour qu'il recherche en permanence. Depuis 2 ans, Claude François enchaîne les tournées et les galas sans aucun répit. Il part alors en quête d'un lieu tranquille où il pourrait souffler à l'abri des fans. Il est déjà 3 h du matin. Et on va essayer de s'arrêter en route. Tu pourras dormir un quart d'heure. Combien de kilomètres? 350. Il fait des tournées qui sont extrêmement fatigantes. Il est sans arrêt sur les nerfs, sans arrêt en train d'enregistrer. Donc il lui faut un endroit calme. Et après plusieurs mois de recherche, Claude François finit par trouver le havre de paix qui lui manquait. Cet ancien moulin, situé à Dannemois, à une 50aine de kilomètres de Paris. Claude en a fait un petit Trianon, c'était fabuleux. Claude François y passe désormais tous ses week-ends. Rien ne semble trop beau pour son moulin, dans lequel il investit des sommes folles. Aquarium géant, cave à vin digne d'un grand restaurant, et la même piscine qu'Elvis Presley. Pour Claude François, ce moulin du bonheur, c'est comme une revanche sur le destin. D'une certaine manière, le monde enchanté qu'il va se recréer au moulin de Dannemois, c'est une manière de recréer le paradis perdu de l'enfance. C'est un peu une caricature de maison de campagne idéale, quoi. Mais ce qui était très extraordinaire, c'est qu'il avait, par exemple, la plus belle cave de vin de Paris, alors qu'il ne buvait pas. Bon, ça, c'est très égyptien. De ces années en Égypte, Claude François a hérité un grand sens de la famille et de l'accueil. Et lui qui a manqué de tout dans sa jeunesse, fait en sorte que ses invités ne manquent de rien.
C'est un endroit où il reçoit beaucoup de gens de métier, le Moulin. Donc quand il déboule avec Lagardère, un programmateur radio, de Claudette, un artiste, un compositeur, voilà, il a envie que ça se passe bien et tout le monde est un peu au garde à vue. Et au cœur de cette organisation, Claude François installe la femme qui compte le plus pour lui. Sa mère, Lucia, qu'il surnomme Choufa. C'était une maman idéale égyptienne. Ah bah tout le monde était obligé de connaître Choufa. C'était un numéro. Les week-ends, c'était elle la grande intendante. Parce que c'est elle qui dirige l'équipe de cuisiniers. Elle met souvent aussi la main à la pâte d'ailleurs pour les aider à faire les pizzas comme son fils aime, comme il mangeait, comme les pizzas qu'il mangeait en Égypte. Il aimait bien le côté clan, famille. On avait des Noëls, les enfants, on était invités dans sa salle de projection à visionner en exclusivité des films Disney. Il aimait bien ce côté fédérateur comme ça. Chalala, chalala. Au Moulin, Claude François a créé une bulle de bonheur qu'il célèbre dans une chanson qui sort la même année. J'entends les oiseaux qui chantent à la ferme du bonheur. Un bonheur que le chanteur aimerait désormais partager avec quelqu'un. Car depuis son divorce, il est célibataire. Mais au mois de septembre 1964, alors que Claude François se produit sur la scène de l'Olympia, en coulisses, une groupie pas tout à fait comme les autres tombe sous le charme de la star. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleureras. Elle s'appelle France Gall. En 1964, la jeune fille de 17 ans fait ses débuts dans la chanson avec son tube de l'été, Laisse tomber les filles. Tu n'auras personne pour te consoler, tu ne leur as pas volé. Son père, Robert Gall, est un célèbre parolier qui écrit pour Édith Piaf et Charles Aznavour. C'est un peu la petite fille de bonne famille qui se met à la chanson. C'est la nouvelle Lolita du moment. Et cette jeune Lolita, France Gall, tombe très amoureuse de Clo-Clo. Dès lors, France Gall assiste à tous les concerts de Claude François dans l'espoir d'approcher le chanteur. C'est France qui est venue le voir dans sa loge en premier. Et comme c'était une fan, elle a sauté dessus. Elle est d'une beauté incroyable, France, avec sa petite coiffure, sa petite voix. Elle est jolie comme un cœur et Claude François tombe éperdument amoureux. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Pour la première fois depuis son divorce avec Jeannette Woolacott, Claude François se laisse aller à ses sentiments et succombe au charme de la jeune France Gall. Mais leur idylle naissante doit rester secrète. Paul Lederman, qui est le manager de Claude François, voit ça d'un très mauvais œil. Parce que pour que Clo-Clo reste au zénith du succès, il ne faut pas qu'il ait une amoureuse. Il faut que toutes les filles qui achètent ses disques imaginent qu'elles peuvent être l'amoureuse de Claude François. Donc, Claude François, il va être assez radical. Il va la cacher. Elle va au moulin de façon très discrète, où il la retrouve. Souvent, elle porte une perruque brune pour qu'on ne la reconnaisse pas. Enfin, ils font tout ce qui est possible pour éviter que qui que ce soit s'aperçoive de ça. Me redit-on depuis toujours, mais ça fait mal. Officiellement célibataire, la jeune femme enchaîne les succès et devient vite très populaire. France, est-ce que vous venez souvent à la plage? Oui, j'y vais dès que j'ai un moment de libre pour me reposer, quand il n'y a pas trop de monde aussi, bien sûr. Oui, vous n'aimez pas, vous, quand vous marchez sur les pieds? Non, je préfère être sur une plage, quand même assez désert. Cette notoriété croissante est insupportable pour Claude François. Il se sent menacé. Jaloux, possessif, la star voit ressurgir ses vieux démons. Il l'aime d'une telle jalousie qu'il l'étouffe. Lorsqu'il part en concert et qu'elle ne travaille pas, il l'enferme dans sa propriété de danois et il lui demande d'attendre son retour. France Gall est folle amoureuse de Claude François et tente de se plier à ses exigences. Mais elle est loin de se douter des extrêmes auxquels peut arriver son fiancé.
France Gall. Le 20 mars 1965, France Gall est à Rome pour le concours de l'Eurovision. Devant plus de 165 millions de téléspectateurs, elle représente le Luxembourg. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Et ce soir-là, c'est elle qui remporte le concours. La signorina France Gall. France Gall ne prend pas le temps de savourer son triomphe. Elle se précipite pour appeler Claude François et lui exprime sa joie. Elle quitte la conférence de presse où elle a été invitée. Elle appelle Claude, elle lui dit « Tu as vu comment tu m'as trouvé? C'est fantastique. J'ai gagné, Claude, tu vois. » Il lui a dit, oui, tu as gagné, mais moi, tu m'as perdu. Voilà. Il ne voulait pas que sa fiancée soit une vedette, quoi. Il est foudrage. Il sait qu'il ne va plus retrouver la même femme dans le succès. Dévastée, elle prend le premier avion pour Paris et arrive dans la soirée au 46 boulevard Exelmans. Elle sonne à la porte, elle tape à la porte, etc. Puis au bout d'un moment, il lui ouvre pas la porte. Il veut pas lui ouvrir. Elle sait qu'il est à l'intérieur, elle l'entend à travers la porte. Elle a dormi sur le paillasson devant sa porte. Il n'a pas ouvert. Ah non, mais c'était des drôles d'oiseaux tous les deux. Claude François finit par ouvrir la porte. Mais France Gall n'oubliera jamais cette humiliation. 2 ans plus tard, elle quitte Claude François, mettant ainsi un terme à 3 années d'une relation passionnée. Claude, il a morflé, là, sur le moment aussi, elle ne s'attendait pas. Mais comme souvent, c'est lorsqu'il est au plus bas que le chanteur de 28 ans trouve la force de rebondir, toujours plus haut. Cet été 1967, il se met en tête de trouver de nouveaux morceaux à interpréter. C'est à cette époque qu'il rencontre Jacques Revaux, qui compose pour son rival de toujours, Johnny Hallyday. Il m'insulte parce que je fais jamais de chansons pour lui. Et il me demande alors, tu peux pas me faire une chanson? Bah écoute, je dis Claude, je t'ai déjà fait quelque chose, mais bon, d'après ce que je crois comprendre, ça n'a pas collé. C'était quoi ta merde? Comme toujours. Bah, je dis c'était un slow que je t'avais montré. Claude François accepte de donner une seconde chance à ce morceau. Le 27 août 1967, il invite Jacques Revaux à passer l'après-midi ensoleillé au bord de la piscine du Moulin. Je suis arrivé au Moulin, là pour la 2e fois il m'a dit « Alors, tu vas bien? Allez, joue-moi ta merde !» J'ai pris la guitare, je lui ai rejoué, rejoue-moi. Et là, ça l'a intéressé. Le hasard veut que quelques jours auparavant, il avait cessé son aventure avec France Gall et qu'il avait un départ de texte. Alors on a recadré le texte sur ce départ de musique en ajoutant une petite note par-ci, une petite note par-là. Ne te réveille pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid. Comme d'habitude, ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Une chanson autobiographique pour cet homme qui vient d'être quitté par France Gall. Je sors de la chambre, comme d'habitude. Les histoires d'amour sont toujours très très mal terminées. Ça a toujours été moi qui, en fin de compte, souffrais à la fin. Enfin, disons que l'amour et moi, ça, on n'est pas très amis, on ne se connaît pas très bien. Son histoire est jalonnée de ruptures sentimentales, hein, qui sont bien involontaires de sa part, et chacune a été une meurtrissure pour lui. Pour le fils du chanteur, Claude François Junior, comme d'habitude, laisse percevoir le vrai visage de Clo-Clo.
Quand on écoute cette chanson, on sent qu'il y a du vécu et elle nous touche tous parce que la lassitude du couple, c'est un grand classique. Et donc elle a ce côté à la fois vrai et universel. Une chanson qui va bientôt dépasser Claude François. De passage en France, quand Paul Anka, le producteur de Frank Sinatra, découvre le titre à la radio, il est lui aussi séduit par la sincérité du titre. Il dit « je veux cette chanson », il récupère les droits, il en fait l'adaptation américaine. Sinatra écoute la version de Paul Anka, dit « je veux l'interpréter ». I've had a few, but then again, too few to mention. Le 29 décembre 1968, Claude François entend pour la première fois Frank Sinatra interpréter sa chanson. Lui, petit chanteur de France finalement, que sa chanson soit reprise par The Voice, Frank Sinatra donc, c'est un miracle. C'est-à-dire c'est une consécration. C'est une des plus grandes fiertés qu'il aura dans sa vie. My Way connaît un succès planétaire et devient l'une des chansons les plus reprises et les plus vendues au monde. Claude François n'aurait pas pu imaginer plus belle revanche sur le destin après sa rupture douloureuse avec France Gall. D'autant qu'une nouvelle femme a remplacé la chanteuse dans son cœur. Claude François se console dans les bras d'Isabelle Forêt, une jeune danseuse rencontrée lors d'un gala. Il a trouvé en Isabelle le sosie parfait de France Gall, qui a cette beauté évidente. Elle a tout dont rêvait Claude François. Isabelle était d'une grande douceur, d'une grande beauté. Elle avait un visage extraordinaire, un visage de Madone, blonde. Mais au départ, la personnalité de Claude François effraie la jeune femme. Elle tombe amoureuse de cet homme qui a 10 ans de plus qu'elle, qui est une star derrière laquelle courent en permanence 10 ou 15 nanas. Elle sent qu'elle va vers les ennuis. Ce qui est normal, c'est l'instinct de survie. Mais cet homme adulé par des milliers de fans n'accepte pas qu'on lui résiste. C'est comme un enfant. Il veut cette femme et il va tout faire pour avoir cette femme. Je veux, j'ai, donc j'aurai. Et le grand truc de mon père, quand il voulait une nana, c'était de se débrouiller pour que, quand un magazine voulait faire des photos avec lui, il disait, voilà, alors, on va faire la photo, mais je voudrais la faire avec telle fille. Débrouillez-vous pour l'organiser. Voilà. Et il le fait avec ma mère. Dès lors, Claude François et Isabelle ne se quittent plus. Entre eux, ce n'est pas une passion dévorante, mais plutôt un amour sage. Isabelle Forêt, la femme de l'ombre dont il a toujours rêvé. Une femme, pour lui, doit être aux petits soins, elle doit s'occuper de sa maison, elle doit veiller aux moindres détails. Isabelle est cette femme-là. Pour Claude François, Isabelle acceptera de mettre sa carrière de côté et de se consacrer exclusivement à la vie domestique au moulin. Enfin, il la sortait pas tellement, hein. J'ai pas vraiment le souvenir de l'avoir vue dans les restaurants avec lui, tout ça, non. Non, elle s'occupait de la maison. Elle jouait le jeu, hein. Elle devait avoir quand même une morale en acier, cette fille-là, parce que c'était pas de la tarte. Elle a cette espèce de proximité qu'ont rarement eu les femmes avec Claude François. Il lui confie beaucoup de choses. Grâce à Isabelle, Claude François est enfin apaisé. Il rêve même de devenir père. Lorsqu'Isabelle annonce à Claude qu'elle est enceinte, il est fou de joie. Il est aux petits soins pour elle, il a peur qu'elle fasse le moindre pas de travers, il s'occupe de ce qu'elle mange parce qu'il faut qu'elle ait une nourriture saine, parce que évidemment il n'est pas question qu'elle risque de lui donner ce qui ne serait pas le plus beau bébé du monde. Le 8 juillet 1968, Claude François a 29 ans. Il est alors en pleine tournée d'été lorsqu'il apprend la naissance de son fils, Claude Junior, un petit garçon blond aux yeux bleus qui lui ressemble tant. Le jour où l'enfant naît,
il explose, il exulte. Il se rend en cachette à la clinique pour voir ce bébé dont il a rêvé pas mal de temps. Et il avait envie d'un moule, c'est-à-dire qu'il avait envie d'un petit garçon blond aux yeux bleus. Donc il est servi et ravi, comblé. C'était sa chair, c'était son sang, c'était sa continuité à lui. Cet enfant qu'il adore tant doit incarner la réussite du chanteur aux yeux du public et susciter l'admiration. Il s'appelle Claude comme lui et qu'il soit coiffé comme lui. Ça veut dire qu'il veut modeler cet enfant à son image. Il veut qu'à travers son enfant, ce soit lui qu'on admire encore une fois. Devenir père donne à Claude François une nouvelle motivation pour atteindre les sommets. Il travaille d'arrache-pied et redouble d'efforts pour ne pas quitter le cœur de ses fans, jusqu'à l'épuisement. Nous sommes le 15 mars 1970. Au journal télévisé, le public découvre ces images choquantes de la star sur une civière. Eh bien, je pense qu'il n'est pas utile de demander quelques mots à Claude. Simplement, appelle Lederman. Grave ou non? Ah, c'est très grave, bien beaucoup. Il est complètement épuisé. La veille, Claude François donne un concert à Marseille devant plus de 6000 personnes. Il entame alors un medley de ses plus grands succès. Dégagez! Quand soudain, il est pris d'un vertige. Au milieu du concert, il s'écroule. Il tombe, il s'évanouit, oui, bien sûr. La star sur une civière, l'image choque, mais ne surprend pas son entourage. C'était la fatigue. Là, c'était la fatigue. Claude travaillait tellement qu'il en était fatigué. Quand il revenait du studio d'enregistrement vers 1h, 2h du matin, il continuait de travailler chez lui. On voyait de la lumière jusqu'à 3, 4, 5h du matin. C'est des journées de malade. Il se levait, il allait au bureau, il allait faire une télé, après il allait faire une voix en studio, il partait en concert le soir à 500 km de Paris, il revenait dans la nuit, il repartait au enregistrement pour écouter le travail qui a été fait pendant qu'il était sur scène. Je peux vous dire, ça fait des grosses journées. J'arrive sur une scène, je chante, je danse pendant 1 heure. Si les gens sont contents, je peux rester 2 heures s'ils le veulent. Je m'amuse, j'aime ça. Et je fais ça parce que j'adore ça. Et puis si on m'enlève ça, il ne me reste plus rien. Claude François est à bout de force. Pourtant, ce malaise n'a rien à voir avec sa fatigue. Tout ça, c'est pipeau. C'est lui qui a monté ça, simplement pour qu'on parle de lui. Ça marche un petit peu moins bien pour lui. Il a l'impression qu'il faut faire reparler de lui. Ce malaise révèle en fait un chanteur en mal de succès. Depuis le triomphe de My Way, Claude François peine à retrouver le chemin des hit-parades. Il devenait has-been, il se renouvelait pas et puis il pensait que demain ça allait s'arrêter. Vous imaginez, toute la presse va titrer sur le malaise de Claude François. Il faut créer de l'émotion, c'est du show. Le malaise, ça fait partie du show, je trouve. Il y a plein d'artistes qui l'ont fait après. Lui, il l'a fait avant tout le monde. Avec la fin des yéyés, certains le voient déjà en chanteur démodé. Mais Claude François va prendre tout le monde de court. À 31 ans, il rompt avec le clo-clo de ses débuts. Et c'est aux États-Unis qu'il va chercher l'inspiration. Un virage incarné par l'arrivée des Claudettes, ces danseuses dont les tenues raccourcissent de jour en jour. C'est la même chanson, mais la différence c'est que toi tu m'aimes. Elles sont en fait une version française des Hi-Cat, les danseuses qui accompagnent l'américaine Tina Turner sur scène. Aux États-Unis, il y avait plein de Noirs qui faisaient ça. Comme il adorait la musique noire et qu'il adorait le Motown, tout ça, il s'est dit, voilà une idée formidable. Il a compris qu'il allait faire la différence aussi en ayant des danseuses. Il était le premier. Les autres, ils étaient seuls sur scène. Lui, il arrive, boum, derrière, il y a des fusées. Évidemment, ça impressionnait. Il fait beau, la vie coule comme une chanson, aussitôt qu'une fille est aimée d'un garçon. Grâce aux Claudettes, Claude François fait coup double. Il fait du
que du coup, il va pouvoir réunir les deux pôles masculin et féminin de son public. Les hommes sont contents d'accompagner leurs femmes parce qu'il y a des jolies filles autour de Claude François. Prisca fut l'une d'entre elles et se souvient de l'effet Claudette. Nous étions différentes physiquement, puisqu'il faisait appel à deux blacks, une rousse, une blonde, une brune. Donc il savait que voilà, tout le public masculin était acquis aussi. Claude François ne se contente pas d'un show à l'américaine, il a aussi renouvelé son répertoire avec des tubes devenus emblématiques comme Belinda. Il était avant-gardiste parce qu'il allait à l'encontre de tous les codes des chanteurs de variété française et Claude François, à son époque, ça a été sûrement le premier Français à cette échelle-là à avoir des chansons légères, mais qui mettaient plus l'accent sur la musique, la musicalité et le visuel que sur le sens des mots. Claude avait un truc très fort quand même. Il disait toujours qu'une chanson, ça doit pouvoir se siffler, comme ça c'est un tube. Il y avait une mélodie fracassante, quoi. Il y avait des mélodies qui finalement sont là pour toujours. Des Claudettes, un son entêtant et surtout une image rajeunie. Il devient un peu plus blond, il veut apparaître dans des costumes lumineux. Parce qu'il avait remarqué que le satin rouge, violet, mauve, ça lui donnait un visage absolument de prince charmant. Ces deux derniers 33 tours comptent parmi les plus grands tubes du chanteur. À 33 ans, Claude François vient de réussir l'exploit de relancer une carrière entamée 10 ans plus tôt. Un retour triomphal pour la star qui célèbre sa renaissance lors d'une grande tournée d'été. Un nouveau Clo-Clo qui hystérise les foules comme les plus grandes rockstars. C'est comme une messe en réalité. Nous, nous étions, un petit peu les prêtesses, les déesses un petit peu de Claude. C'était le prêtre un petit peu de cette messe. Quand il déchirait cette chemise, je crois que s'il avait pu ouvrir son cœur pour le donner, quoi. C'est ça son geste, c'est donner. Donner jusqu'à s'abandonner complètement à son public et s'oublier lui-même. Quand il sortait de scène, je sentais autour de lui une vibration magnétique qui, pour moi, son fils, était répulsive. Mon instinct d'enfant me disait « n'y va pas, c'est pas lui ». Je l'ai vu en train de pleurer, mais c'est pas des larmes de chagrin, c'était des larmes de rage. C'est très douloureux quand on fait un spectacle de 2 heures, et tout d'un coup, que ça s'arrête. Donc je pense que Claude, avec cette espèce de douleur, à la fin du spectacle. Il avait toujours envie d'avoir plus, pour combler peut-être tout ce vide qu'il avait en lui. Pour combler tout ce vide en lui, l'insatiable Claude François s'est mis en tête de devenir un puissant homme d'affaires. Claude François gère sa carrière en visionnaire. Au fil des années, il a développé de redoutables qualités de businessman. Il est ainsi le premier artiste français à créer sa propre maison de disques. Il a très vite senti que les gens qui étaient autour de lui avaient moins d'idées que lui. Il avait 100 000 idées à la seconde et ils n'arrivaient pas à suivre, donc il s'est dit la seule personne que je vais pouvoir vraiment convaincre, c'est moi. Donc je vais être mon propre patron. Il s'est choisi un emblème, une flèche, symbole de son immense ambition. C'est lui qui m'a demandé, je vais faire une maison de disques, il faut que tu me trouves un nom.
Et c'est pour ça que j'ai trouvé disque flèche, parce que je dis ça va vite, c'est nerveux, boum, tu vois, ça va t'aller bien. Ça symbolise extrêmement bien tout ce que Claude rêve de faire, monter, aller plus loin, aller plus vite, aller plus haut. Au sein de sa propre maison de disques, c'est lui qui découvre de jeunes talents comme Alain Chamfort ou encore la chanteuse Dany. Il était toujours à l'écoute quand même de ce que je faisais. Ce soir, tu étais bonne, pas bonne, tout ça. Il disait jamais, par exemple, c'est super, c'est génial. Il disait toujours, bon, écoute là, c'était bien, mais il faudrait que tu fasses ci, ou ça serait mieux si tu faisais ça. Voilà. Tu es tellement gentil, Dany, à me faire des propositions comme ça. Il y a plus de tout le monde. Et durant l'été 1972, ses affaires prennent de l'ampleur. Claude François rachète Podium, un mensuel pour la jeunesse. Vous avez Podium, s'il vous plaît? Oui, sur la table, là. En devenant patron de presse, il compte bien remporter la bataille médiatique contre son rival de toujours, Johnny Hallyday. Claude François a remarqué que souvent, quand il est numéro 1 des ventes et numéro 1 de hit parade, c'est encore Johnny Hallyday qui fait la course de celle des copains. Donc ça l'énerve. Il a pensé que son propre journal le mettrait davantage en valeur que le concurrent direct qui était à l'époque Salut les copains. Podium va devenir un journal à sa gloire. Il se met en couverture de quasiment chaque numéro. Pourquoi dans Podium fait-on un culte, Clo-Clo? Mais non, c'est toujours la même chose. Je vais vous le répéter, mais pour la dernière fois, je vais m'énerver après. Nous avons un classement qui est établi à partir des listes et des lettres, c'est vrai, majoritaires, et à partir de ce classement majoritaire, nous donnons ce qu'il faut là-dedans. Ça va pas être très intéressant pour les gens, vous posez la même question depuis une demi-heure. Podium devient l'arme de communication numéro 1 de Claude François. Il s'investit dans toutes les étapes de fabrication de son journal. Il dessinait les petites couves de Podium qu'il voulait réellement, l'ordre des têtes, parce qu'il avait compris dans un kiosque qu'un journal était classé de telle manière qu'on voyait d'abord les têtes d'en haut et après les têtes du milieu et pas les têtes du bas. Enfin, il réfléchissait à tous ces détails. Rien ne partait à l'imprimerie sans qu'il ait lu, et c'est lui qui donnait le bon à tirer. Il regardait de près les photos et il jetait celles qui lui plaisaient pas. Carrément, il mettait un coup de ciseau dedans, comme ça, elles étaient plus utilisables. À bientôt 34 ans, Claude François est un homme d'affaires accompli. À la tête de sa propre maison de disques et propriétaire du magazine de jeunesse le plus influent de l'époque. Mais derrière cette réussite affichée, se cache une personnalité complexe, un homme aux 1000 tourments. Claude François. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se passe et ça revient comme une chanson populaire. L'amour c'est comme un refrain, ça glisse entre les mains. Ça se chante et ça se danse et ça se revient comme une chanson populaire. Claude François, un chanteur populaire, mais avant tout un homme perfectionniste qui ne laisse rien passer. Il surveillait tout. Même sur scène, il se retournait dès qu'il entendait quelque chose qui n'était pas logique. Il était là avec ses grandes oreilles. Il entendait tout. Jean-Jacques, je sais que quelquefois ça vous ennuie de travailler. Moi aussi, quelquefois ça m'ennuie de travailler. Malheureusement, il faut... when you have to do it, you have to do it. Ma première rencontre avec Claude, c'était à l'Olympia. J'étais à côté d'une jeune femme qui s'appelait Martin et qui était là avec une serviette, une glace. Et quand il est sorti de scène, comme elle tenait pas la glace à l'endroit où il fallait, il lui a pris, il lui a cassé sur la tête. J'ai trouvé ça épouvantable. Reculez, dégagez, parce que sinon les danseuses vont trébucher dedans, ça va être disgracieux pour les gens. Tout d'un coup, sans transition, il était odieux. C'est vrai que j'avais un peu de mal à suivre cette transformation subite. Il a cette capacité à avoir le regard noir et à mettre la pression qui est assez détestable, de la même manière qu'il peut être complètement solaire quand il est bien. C'était quelqu'un qui était bipolaire, peut-être, j'en sais rien. Il se mettait en des colères absolument noires et 3 secondes après, il pouvait être charmant et voilà. Pour ne pas risquer de déclencher la colère du patron, les employés de Claude François doivent appliquer à la lettre ses instructions, les notes de service qu'il enregistre sur un dictaphone qu'il garde en permanence sur lui. C'était des toutes petites cassettes
qu'il remettait à une fan. Toute la journée, elle avait un bureau et elle tapait les notes de service et elle les distribuait. Des notes de service personnalisées qui ont marqué celui qui est à l'époque son nouveau directeur artistique. Devant moi, il disait dans son magnétophone, vous direz au nouveau directeur artistique que voilà, j'aimerais ci, j'aimerais ça, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Devant moi. Et j'avais la note de service qui arrivait sur mon bureau le lendemain matin. Il faisait que ça toute la journée. Voilà, c'était toute sa vie. Partout, il arrivait chez lui au moulin, il remarquait qu'il y avait tel truc, que le jardinier n'avait pas fait ci, qu'il y avait un problème, je sais pas où, dans telle pièce. Car le chanteur ne tolère aucune imperfection. Sur 3 graviers dans la pelouse, dans le jardin, qui le rendait fou et il va s'arrêter pour les ramasser et les remettre dans l'allée parce que ça perturbe son champ de vision. C'est-à-dire que s'il ne le règle pas, il va le garder, ça va être un bug. C'est un obsédé du contrôle. Il veut tout savoir, tout régenter, tout décider. Claude François veut tout maîtriser, jusqu'à sa propre apparence. Car derrière les paillettes se cache un homme complexé. C'est loin de son public français, devant les caméras de la BBC, que la star révélera cette faiblesse pour la seule et unique fois. I don't like myself. When I look at myself on the mirror, when I never watch my shows on TV, I don't like to see my pictures on magazine. I don't like that. Alors le chanteur est prêt à tout pour façonner ce physique qui lui déplaît. Il est même un des premiers artistes français à recourir à la chirurgie esthétique. Il s'est fait opérer 3 fois du nez parce qu'il avait un nez qui était assez fort. Il dessinait au plasticien le nez qu'il voulait, en fonction de son visage et de l'importance des yeux et du placement des oreilles. Il se voulait mieux, donc c'est pour ça qu'il se fait refaire le nez. Il avait une idée très précise de l'idéal qu'il aurait voulu être, donc il faisait tout pour s'en approcher. Mais au printemps 1973, un scandale d'ampleur nationale vient écorner cette image de perfection. France Inter, il est 19h. Claude François est inculpé de fraude fiscale. La direction générale des impôts lui reproche d'avoir dissimulé ses bénéfices personnels ainsi que les profits de 2 sociétés de production et de vente de disques. Dans toutes ces dépenses, la star en a oublié une, les impôts. Et surtout, il mène un train de vie des plus fastueux. Il avait un directeur financier, et un jour, il apprend que Claude voulait changer sa Mercedes. Et ce monsieur lui dit « Non, 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 là, c'est pas possible ». 8 jours après, il passe en klaxonnant, sans s'arrêter, au volant d'une voiture toute neuve. Il dépensait plus qu'il ne fallait. C'est assez sûr que c'était pas un bon gestionnaire. Mais ça l'ennuyait. L'administration, c'est 2 plus 2 font 4, alors que l'artiste, c'est un petit peu une harmonie. Moi, une fois ou deux, j'ai essayé de lui parler, de lui dire « Mais quand même, écoute ce qu'on te dit, machin ». Il dit « Mais moi, l'abus de biens sociaux, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est mon fric, personne. Qui a mis de l'argent dans cette société? C'est mon pognon. » Sa négligence lui vaut une amende de plusieurs millions de francs de l'époque et 8 mois de prison avec sursis. Une atteinte à sa réputation insupportable pour le chanteur. Tout ça, évidemment, se sait, les journaux en parlent, et pour lui, c'est une humiliation totale. Il est tellement vexé par ce qui lui arrive qu'il a de l'urticaire sur le visage, il en est malade. Déjà humilié et fragilisé, en cette année 1973, Claude François traverse en plus une épreuve personnelle. Isabelle Forêt, la femme qui partage sa vie depuis 6 ans, le quitte subitement. Isabelle va en avoir marre, d'une part d'être considérée comme une domestique et d'autre part comme une employée subalterne. Un jour, elle a décidé, sans rien lui dire, elle a fait ses bagages, elle a foutu tout ça dans la voiture, il a foutu le camp, il s'en est pas rendu compte tout de suite. Isabelle Forêt s'installe sur la Côte d'Azur avec leur fils Claude Junior. Mais elle emporte également avec elle un lourd secret. Un secret précieusement gardé par Claude François et dont la révélation va bientôt secouer la France. En attendant, le chanteur, lui, reste à Paris, une nouvelle fois abandonné par celle qu'il aime. Je me sens mal.
Je suis le mal-aimé, les gens me connaissent tel que je veux. Avec ce morceau, Claude François renoue avec les chansons tristes. Mais surtout, lui, l'homme blessé, cherche à émouvoir ses admiratrices. Les espoirs cachés au fond de moi. Il prend toute une attitude avec des battements de cils, ses yeux qui regardent la caméra et qui font « Aimez-moi, je suis le mal-aimé ». Surtout les femmes. Je suis le mal-aimé. Les femmes, peut-être la plus grande faiblesse du chanteur. C'est même en partie à cause de cette passion dévorante qu'Isabelle Fauré a quitté Claude François. Ma mère a plein de raisons d'en vouloir à mon père, qui est volage et qu'il leur reste, qui a toujours été, qu'il leur reste jusqu'à ses derniers jours. C'était un personnage, Claude, à ce niveau-là. Je veux dire que c'était un séducteur, je vais dire presque compulsif à ce niveau-là. Il fallait suivre. Il y avait la fiancée de la semaine, la fiancée du mois, la fiancée de l'année. Il était obsédé de séduction. Voilà, il fallait absolument qu'il séduise. Il était obsédé par les filles très jeunes, d'ailleurs. Bon, aujourd'hui, ça serait impossible, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai. À ce sujet, le chanteur donnera une interview surréaliste à la télévision belge. J'aime ou jusqu'à 17-18 ans. Après, je commence à me méfier. Bon, Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement. Mais après 18 ans, je me méfie parce que les filles commencent à réfléchir, elles sont plus naturelles, etc. Ça commence même quelques fois avant. Symbole de sa passion pour les jeunes femmes, Claude François, 35 ans, coule des jours heureux avec un top modèle finlandais de 19 ans, Sofia Kukkonen. Sur ces images rares prises dans l'intimité du chanteur, on découvre un homme épanoui. Mais rapidement, la jeune Finlandaise ne supporte plus les infidélités du chanteur. Il l'adorait, mais elle était d'une jalousie terrible. Donc elle détestait toutes les fans, etc. Donc c'était un peu comme une espèce de tigresse qui était autour de lui. C'était je te quitte, je reviens, c'était fou. Et les nouvelles activités de Claude François ne vont pas arranger les choses avec sa fiancée. Car le chanteur vient de mettre sa carrière musicale en pause. Il a fondé une agence de mannequins et lancé sa propre revue érotique, Absolue. Il avait commencé là à faire des photos lui-même, ce que je ne savais pas, sous le nom de François Dumoulin. Au lieu que les photos soient faites en studio, bien posées, il voulait qu'elles aient l'air d'être surprises dans leur salle de bain, vraiment comme si elles étaient surprises dans leur intimité. Ce qu'il appelait prise par le trou de la serrure. Quand il a commencé à faire son journal de charme, là, alors là, c'était, ça m'a déprimé, ça. Il devenait quelqu'un d'autre, il était dans... Je comprends pas, là je comprenais plus où il allait, là. Absolue fait scandale jusqu'au plus haut sommet de l'État. Dès sa deuxième parution, la revue est interdite de publication par le gouvernement. Je suis allée au ministère de l'Intérieur essayer de comprendre par rapport à lui, à Playboy, etc., pourquoi nous, on était interdits. Le chef de cabinet du ministre de l'Intérieur qui m'a reçu, il m'a dit « Oui, mais Claude François, il a une image de chanteur à minette et ça correspond pas à son image. » Claude François sent qu'il met sa carrière en danger et referme cette parenthèse sulfureuse. En cette fin d'année 1974, Claude François fait alors son grand retour avec un duo qui va redorer son image. Allô? Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est le monsieur de la dernière fois? Bon, je vais la chercher, mais je crois qu'elle est dans son bain. Et je sais pas si elle va pouvoir venir. Plus qu'un morceau, c'est une scène de vie qui permet à la star de toucher un public familial. Oui, le téléphone ne pleure, non, ne raccroche pas. Je suis si près de toi, avec la voix. Le téléphone pleure évoque un phénomène de société qui touche de plus en plus de foyers dans cette France des années 70, le divorce. Dis-lui toute ma peine, combien toutes les deux, moi je vous aime. Vous aime, mais je t'ai jamais vu moi. Mais qu'est-ce que t'as?
Elle reste très moderne, surtout à notre époque où il y a beaucoup de familles recomposées et beaucoup de divorces. Dans ce qui est dit, c'est éternel, quoi. Pour l'accompagner, Claude François a choisi la voix de la petite Frédérique Barkhoff, la fille d'une de ses proches collaboratrices. On m'a fait passer des essais, comme les autres enfants avant moi. Et puis ça a collé, voilà, il fallait... j'avais l'âge, et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Dis, tu lui as fait quelque chose à ma maman. Elle me fait toujours des grands signes et elle me dit toujours tout bas, réponds que je suis pas là. La voix colle parfaitement et cette chanson fera l'émotion de toutes les mamans de France. Oh oui, j'adore me baigner. Maintenant, je sais nager. Mais dis donc, comment tu connais l'hôtel Beau Rivage? Tu as été, toi, Sainte-Maxime? Je comprenais ce que je chantais, mais il y avait des choses, par exemple l'hôtel Beau Rivage, je ne savais pas ce que c'était, j'avais jamais été de ma vie. Et d'ailleurs, je disais Beau Rivage. Je me suis rendu compte des années plus tard que Beau Rivage, non, Beau Rivage. Dis mais retiens-la. Mais elle s'en va. Allons, insiste. Elle est partie. Si elle est partie. Le téléphone pleure s'écoule à plus de 2 500 000 exemplaires. Un record pour Claude François. Au revoir, monsieur. À l'époque, lui-même vit loin de son fils depuis sa séparation avec Isabelle Forêt. T'as vu comme il mange, le cygne? Ils font pas d'histoire comme ça pour faire miam miam, hein, pour manger. Hein, ils font pas d'histoire. Mais derrière ces images attendrissantes se cache un terrible secret qui va bientôt éclater au grand jour. Le 24 juillet 1975, le journal François révèle l'existence de Marc, l'enfant caché de Claude François. En une du quotidien, la France découvre le visage du jeune garçon de 5 ans, copie conforme de son grand frère, Claude Junior. Claude François se décide à révéler l'existence de son deuxième fils, Marc François, tout simplement parce qu'il a eu des échos de la rédaction de Salut les copains qui enquête sur Claude François pour sortir un scoop et annoncer avant tout le monde tout simplement l'existence de son second fils. Marc avait 5 ans, ça devenait difficile de le tenir à l'écart plus longtemps et de plus en plus de personnes étaient au courant, ça devenait oppressant cette histoire de petit Marc. En cachant Marc, Claude François avait un objectif, préserver son image de séducteur auprès du public féminin. Il avait peur que sa carrière s'arrête, tout simplement, il avait peur de passer pour quelqu'un de rangé, quoi. S'il parlait de sa vie, il perdait obligatoirement toutes les petites minettes qui étaient la langue comme ça en le voyant. Et c'est là que Paul Lederman a dit à Claude, c'est mignon, voilà, ça va, mais il voulait surtout pas que Claude ait l'image d'un père de famille. Même si c'est une idée de Lederman ou d'un conseil autour de lui, il n'y a pas un homme, pas un père qui peut prendre cette décision que sur les conseils d'un autre. C'est vraiment une décision à prendre dans son fort intérieur, en pesant le pour et le contre. Et c'est fou de voir à quel point une angoisse, cette angoisse que tout s'arrête, peut l'aveugler. Depuis son plus jeune âge, l'aîné, Claude Junior, pose avec son père dans les magazines. Sur ces images exclusives, filmées par des fans de Claude François, on le découvre parfaitement à l'aise devant l'objectif. Mais contrairement à son frère aîné, Marc n'apparaît jamais en public. Claude François a mis en place une stratégie pour dissimuler son existence. Au moulin, il nous interchange, c'est-à-dire que comme on a la même tête, voilà, de temps en temps, il me dit alors, tu montes dans ta chambre, c'est ton frère, et puis il y a du monde. Il ne faut pas vous sortir tous les deux. On ne comprend pas quand on est gamin, mais on se plie aux règles. Moi, j'allais au moulin, je voyais Marc à la fenêtre. Bon, on savait, on n'en parlait pas. Toujours, on avait un certain respect vis-à-vis de Claude.
On ne lui posait pas de questions. Marc, je pense quand même, a pas forcément bien vécu le fait d'être caché, parce qu'il était suffisamment grand, il pouvait voir qu'on parlait de son frère, et jamais de lui. Claude François prend conscience que cette fois-ci, il est allé trop loin. Je pense qu'en fait, ça l'a soulagé après. Parce qu'il était, pour le coup, il était libéré de ça. Mais c'en est probablement, voulu, mais j'espère, parce qu'il y avait... On ne pouvait que s'en vouloir. En guise d'excuse, il présente officiellement ses 2 têtes blondes sur un plateau de télévision. C'est une grande première. On va d'ailleurs les applaudir car ils sont terrorisés, ils ont peur de trac. Monsieur Marc et monsieur Claude, fils de Claude François. Voilà. Vous êtes sur un plateau, vous avez votre père, des caméras, c'est la demande de papa, c'est du temps qu'on passe avec lui. D'abord, il ne traverse même pas l'idée à l'esprit qu'on puisse lui dire non. On obéit. Ils vont te faire un petit mouvement à 4 mains. S'il y a une fausse note à gauche ou à droite, ce sera pas grave. Mais normalement, ils s'en sortent bien. Hein, alors, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Même si on connaît par cœur le morceau, on est en super stress de faire une fausse note. C'était relativement simple, mais on était au taquet. Il était très ému, Claude, quand il a vu ces petites mains comme ça sur le grand clavier. Là, on sent dans son regard qu'il se dit j'ai peut-être loupé des petites choses. Les craintes de la star sont aussitôt balayées par la réaction des fans, ravis de pouvoir admirer les 2 modèles réduits de leur idole. Père de famille comblé, Claude François semble avoir tourné la page de ses années noires. Mais un événement inattendu va réveiller la plus grande angoisse du chanteur. Le 5 septembre 1975, Claude François est à Londres pour un enregistrement. Il séjourne à l'hôtel Hilton, où il a ses habitudes. On l'a enregistré, mais nous on était partis avant. Et lui, comme d'habitude, il traînait toujours. Vers 12h30, le chanteur et sa compagne Sofia Kukkonen s'apprêtent à quitter l'hôtel, lorsque soudain, une bombe explose dans le hall. Il sortait de l'ascenseur, et en face de lui, il y avait une femme qui était une grande femme, qui était devant lui, quoi. Elle a pris le souffle, elle a eu sa tête enlevée. Il dit, si j'avais été moi, c'est moi qui chopais le truc. Quelques minutes plus tard, le couple miraculé témoigne au micro des journalistes anglais. Nous sommes sortis de l'ascenseur et 1 minute après, c'est arrivé. J'ai appelé mon fiancé, je ne voulais pas rester à l'intérieur parce que ça explosait sans arrêt. Donc je suis sortie par la porte arrière. Avez-vous vu des gens blessés? Claude François manque de perdre la vie à cause d'une simple coïncidence. L'attaque n'a rien à voir avec lui. Il s'agit en fait d'un attentat de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Claude échappe à la mort. Voilà, gros titre, grosse une. C'était vrai. L'explosion a touché ses tympans et pendant très longtemps, il en a souffert. Et puis, ça a été un choc psychologique qu'il a fallu surmonter. Être passé si près de la mort bouleverse le chanteur. Ça a certainement dû augmenter son angoisse. D'ailleurs, sur sa table de chevet, il avait une petite fiole remplie d'eau de Lourdes. Il n'en buvait pas, mais il la regardait et il disait « ça me donne de la force ». Cette angoisse, il essayait de la calmer de plein de façons. La mort, une peur qui habite le chanteur depuis toujours. Je suis anxieux, oui, c'est vrai. Mais ça tient à quoi, ça? C'est parce que vous avez peur de la mort? Oui, c'est vrai, j'ai peur de la mort. Je le dis, ça fait toujours rire quand je dis ça, mais en fait, c'est presque tragique. J'ai peur du néant, j'ai peur de l'infini, c'est ça qui me... Pour surmonter son angoisse, ce grand sportif veille maladivement à sa santé et fait tout pour se maintenir en forme.
Il avait surtout très peur de la maladie et voilà, très à l'affût dès qu'il entendait parler d'un médicament. Chaque matin, il avalait 50 grammes de caviar. Pourquoi ? Parce que dans le caviar, il y a des cellules fraîches. Il n'en mange pas parce qu'il aime ça, il en mange simplement parce qu'il veut rester jeune. À 36 ans, Claude François vit dans le culte de la jeunesse. Il est nostalgique de ses propres débuts dans la chanson. 15 ans après son succès, il fait danser les Français tout l'été 1976 sur son nouveau tube. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Oh, quelle année, cette année-là. Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Et dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Et le public aimait ça. Claude François semble traverser les années et les épreuves sans jamais perdre les faveurs du public. Mais le revers de ce succès, c'est une vie personnelle des plus chaotiques. Et pour toujours le public, cette année-là, dans le ciel passait une musique. Un oiseau qu'on appelait Spoutnik. Oh, quelle année, cette année-là. Depuis plus de 3 ans, sa relation tumultueuse avec Sofia Kukkonen l'épuise. Et les années passant, il aspire à trouver enfin la sérénité. Il décide alors de rompre avec la jeune Finlandaise. Il m'a dit voilà pourquoi j'ai quitté Sofia, je l'adorais, mais elle me bousillait ma carrière professionnelle. Et là, il m'a fait un geste avec sa main en me montrant Kathleen. Et il m'a dit voilà, je suis beaucoup mieux avec Kathleen. Les journées sont plus calmes. Kathleen Jones, avec laquelle la star affiche un bonheur sans faille. La jeune mannequin américaine se souvient de son coup de foudre pour le chanteur. Je ne savais pas qui était Claude François. Moi, j'étais juste une mannequin qui débarquait à Paris. Claude était un homme charmant, très beau. Il avait une personnalité hors du commun et beaucoup de charisme. Donc, quand j'ai vu ce bel homme, il m'a tout de suite plu. Kathleen, c'était le repos du guerrier. Elle était sereine avec Claude, pas de rapport de force. Elle a apaisé, la vie était facile. Il ne connaissait pas cette vie. Le bonheur retrouvé du chanteur irradie dans ses nouvelles chansons. Quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro. Je prends ta main et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales du carnaval. Ça a été vraiment un gros succès. Puis en plus, ça, c'était très coloré. Ça permettait aux filles d'évoluer aussi. Il y avait ça, c'était très festif aussi pour la scène. Et je suis riche de rêves comme le sont les gens pauvres de là-bas. Nous sommes en 1977 et avec Je vais à Rio, Claude François fait découvrir au public français sa toute dernière révolution musicale. Ça s'appelle le disco. La basse, pendant ce temps, fait ça. Oh. Les tumbas font ça. Voilà. Les guitares font ça. Les pianos et autres claviers font ça. Voilà. Prends ma main, car je suis étranger ici, perdu dans le pays bleu, étranger au paradis. Ce disco, Claude François l'a découvert au cœur de l'été 1977, lors d'une soirée en discothèque en Sardaigne. Il va voir le DJ de la discothèque en Sardaigne et il dit c'est quoi cette musique? Il dit ben ça c'est du disco. Est-ce que vous pouvez me faire une petite cassette des chansons que vous passez ce soir? Je suis en train de dormir, il m'a mis en la machin, il dit c'est ça qu'il faut faire. C'était disco. Seulement ce nouveau rythme, Claude François ne l'imagine pas avec les textes qu'il a l'habitude d'interpréter. Il aspire à des paroles plus subtiles et fait tout pour convaincre Étienne Rodagil, le parolier de Julien Clerc. Étienne, il avait cette connotation un peu intellectuelle dans le milieu de la musique.
Une autre écriture que l'écriture populaire de, par exemple, Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Étienne, je lui avais demandé, j'en étais devenu très copain, je lui ai dit, ce serait bien que tu fasses des paroles pour Claude. Oh, il me dit, c'est pas mon truc. Mais si, je lui ai dit, mais si, tu devrais essayer. Finalement, j'ai organisé un rendez-vous entre Claude et Étienne. Claude dit à Étienne Rodagil, oh ben, finalement, tu as raison, continue à écrire des chansons pour les petites filles en soquette de Neuilly, et puis moi, je continuerai à faire des chansons pour les pauvres. Et là, Étienne se sent vexé et lui dit immédiatement, eh ben, puisque c'est comme ça, je vais le faire. De cette collaboration naît un tube mythique, Magnolia Forever. Je ne sais plus comment faire. Dites-lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et d'hirondelles, de chagrin, de vent et de frissons. Rodagil lui apportait une caution intellectuelle qu'il n'avait pas et qui lui permet de parfaire son personnage. Finalement, c'est la seule chose qui lui manquait, c'était la reconnaissance des intellectuels. Tu lui ressembles quand elle tremble, et dans ta voix, j'entends parfois un peu sa voix. Les Magnolias, c'était l'arbre préféré de Claude. C'était très sensuel, cette chanson. Puis très distancié, dites-lui que je pense à elle quand on me parle de Magnolia, etc. Donc là, c'était gagnant. C'était un gros succès. Dites-lui que je pense à elle quand on me parle de Magnolia, quand j'entends ces musiques nouvelles qui résonnent comme des bruits de combat. Magnolia Forever résonne sur toutes les radios de France et se vend à plus de 700 000 exemplaires. Pour surfer sur ce succès, Claude François enregistre une deuxième chanson écrite par son nouveau parolier, Alexandrie Alexandra, dont la sortie est prévue quelques mois plus tard. Voile sur le Nil, Alexandra, Alexandrie. Alexandrie, où tout commence et tout finit. Moi, j'ai plus d'appétit. Camparacuda. J'ai pas le texte de la fin. Je comprends pas ce que tu dis dans la chanson. Hein? Je comprends pas ce que tu dis dans la chanson. Ah, parce que je vais te dire, tu es bien placé. Et puis, pour te consoler, je vais te dire, c'est pas compliqué. Si tu n'as pas très bien compris ce qui est écrit, c'est que l'auteur de cette chanson, qui s'appelle Étienne Rodagil, est un auteur très spécial. Il écrit des textes très, très abstraits. Grâce au disco, Claude François a l'espoir de dépasser les frontières de l'Hexagone. Il projette de s'installer en Californie avec sa compagne américaine. Claude voulait chanter en anglais. Et son projet, son souhait pour le futur, c'était de chanter en Angleterre et aux États-Unis. Claude François est profondément ambitieux et à ce moment-là, il a tellement tout eu en France qu'il veut franchir un nouveau palier et qu'il veut aussi conquérir le public international. Le 10 mars 1978, Claude François touche son rêve du doigt. J'ai besoin qu'on m'aime, mais personne ne comprend ce que... Il est invité par la télévision britannique dans la paisible station de ski de Lézin, en Suisse, pour enregistrer l'émission de Noël de la BBC. Il interprète pour la première fois la version anglaise du Mal-aimé. Car aujourd'hui, I'm just a daydreamer. I'm walking in the rain, chasing after rainbows I may never find again. Life is much too beautiful to live it all alone. Oh, how much I need someone to call my very own. Il était très content de chanter en anglais.
Il était très heureux dans sa vie, car l'un de ses plus grands rêves était en train de se réaliser. Pourtant, lors de ce séjour, le chanteur semble préoccupé. Moi, je l'ai trouvé anxieux, ténébreux. Il y a une gravité dans son regard qu'on n'a pas l'habitude de voir chez lui, comme si il y a quelque chose en lui qui sentait que des choses un peu maléfiques allaient se passer. Je me souviens qu'avec la maquilleuse, on avait du mal à lui donner un peu de lumière, un peu d'éclat. Et je sais qu'il a utilisé beaucoup d'anti-cernes. Ce jour-là, entre deux prises, Claude François se confie même à une journaliste locale et évoque son angoisse de la mort. Non, mais c'est pas le vieillissement qui me gêne, c'est la mort qui me gêne, c'est la disparition, c'est la fin. C'est dramatique de disparaître. Je préfère souffrir et vivre que mourir heureux. Il y a quelque chose d'assez symbolique, comme s'il y avait une espèce de pressentiment d'un homme qui va vers son destin. Claude François ignore alors qu'il ne lui reste plus que quelques heures à vivre. Ce samedi 11 mars 1978, Claude François se réveille au 46 boulevard Exelmans. Rentré de Suisse tard dans la nuit, il a profité d'une grasse matinée. Il est 13h30, il vient de se réveiller, il est sur sa terrasse jusqu'à 14h, prend le soleil. Il y a son attaché de presse qui lui dit « Claude, on est en retard, on est en retard ». Car le chanteur a rendez-vous à 14h pour l'enregistrement d'une émission avec Michel Drucker au studio des Buttes-Chaumont, où se trouvent déjà les Claudettes et son habilleuse. J'appelle Claude à l'appartement et là, Claude me dit qu'il est terriblement en retard, qu'il a pris son temps, il a pris le soleil sur la terrasse, qu'il fait beau, qu'il en profite. Et puis il me dit, il va leur dire que je suis en route et que je suis là. Je plonge dans mon bain et j'arrive. Il est alors 14h10 quand Claude François se dirige dans sa salle de bain, suivi par sa compagne. Il venait tout juste de prendre sa douche et il s'essuyait, mais il était encore un peu humide. Il se frottait avec sa serviette et on discutait tous les deux. Il a regardé au-dessus de lui et il a vu l'applique qui était penchée. Et comme d'habitude, il a voulu la redresser. À chaque fois qu'il se douche, machinalement, en s'essuyant, de deux doigts, il pousse légèrement de sa main l'applique pour la redresser d'1 centimètre. Le problème, c'est qu'il l'a tellement souvent redressée qu'à l'arrière de l'applique, les fils se sont dénudés, les fils se touchent. Quand Claude a touché l'applique avec son doigt, en fait, il a reçu un choc électrique. Mouillé au milieu d'une baignoire en porcelaine, il s'est électrocuté. Et là, c'est le choc électrique. Et comme en plus, il est toujours dans l'eau, le choc électrique est une violence extrême. La compagne du chanteur se précipite alors à son secours. Il tenait l'applique dans sa main. Elle était toujours accrochée au mur. Je l'ai arrachée avec une telle force qu'il avait toujours l'applique dans la main. Et je l'ai tirée jusque dans la chambre. J'ai réalisé bien plus tard que moi aussi j'aurais pu être électrocutée. Ce qui m'a sauvée, ce sont mes sabots en bois que je portais toujours à l'appartement. La jeune femme alerte immédiatement les pompiers. Lorsqu'il arrive sur place, le major Jacquinot trouve un corps inanimé. Il ignore alors qu'il s'agit de Claude François. J'ai commencé à faire bouche à bouche. Et là, j'ai dit, mes hommes, on le tient, on l'a, j'ai un pouls. Et c'est quand je me suis mis un pied en retraite, j'ai vu les cheveux mouillés en arrière, comme ça, j'ai vu que c'était lui, quoi. C'est Claude François, les gars. Et donc, à ce moment-là, moi, je crois que Claude François est sauvé. Sincèrement, j'y croyais ferme. Pendant qu'il le réanimait, j'attendais dans le salon. Je n'avais pas le droit d'entrer dans la chambre. Je constate que Claude François commence à avoir du sang qui sort de la bouche,
Le pouf fémoral n'existe plus et donc on n'a plus rien. On n'a plus de ventilation, on n'a plus rien. Ils sont sortis de la chambre et ils m'ont dit que c'était fini. Ils n'ont pas pu le réanimer et même s'ils avaient pu le faire, les dommages auraient été irrémédiables. Il est 14h45. Claude François est mort, fauché en pleine gloire à l'âge de 39 ans. Pendant ce temps, à l'autre bout de Paris, son équipe l'attend toujours au studio des Buttes-Chaumont. On attend encore. Et au bout d'un moment, j'entends du bruit dans le couloir. Alors je me dis, ça y est, il arrive. Et au lieu de voir Claude arriver, c'est une Claudette. Elle est en pleurs et elle crie ces mots horribles. Les filles, c'est terrible, c'est horrible, Claude est mort. Nous sommes tous frappés au Buttes-Chaumont d'une chose horrible, notre ami Claude François est mort. Le présentateur Guy Lux prend l'antenne quand il apprend la nouvelle. Il est rejoint par Michel Drucker, Sylvie Vartan et Pierre Perret qui attendaient la star sur le plateau voisin. Tu devais l'avoir dans l'émission là. Oui, on attendait Claude avec Sylvie, puisque Claude devait être dans notre émission demain. Et tout son état-major était déjà là et il avait fait téléphoner qu'il arrivait avec un peu de retard. Nous sommes un petit peu anéantis par tout ça. Je crois qu'on j'ai pas bien réalisé encore. Bon, je veux dire que c'est pas la peine. Tout ce que nous ajouterions serait parfaitement inutile. Il nous manque quelque chose désormais. Il nous manquera encore très longtemps quelque chose sur nos plateaux. C'est un cyclone qui vous emporte, quoi. D'un seul coup, tout s'arrête. Tout s'arrête. On est sur la Côte d'Azur et on nous prévient qu'il y a eu un accident. Papa a eu un accident et il est à l'hôpital, c'est grave, il faut monter à Paris. Voilà. Et après, pendant 2 jours, on n'a pas de nouvelles, on sent que ça va pas du tout. Parce qu'en fait, ils ont juste du mal à nous l'annoncer. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Claude François est donc mort cet après-midi à Paris. Celui qui symbolisait la joie de vivre, le dynamisme de la jeune chanson française est mort foudroyé dans sa salle de bain. La France entière est sous le choc. Tout est fini, qu'est-ce que vous vous dites? Comment on peut pas y croire? Ça peut pas être vrai. Et en quelques heures, des milliers de fans inconsolables accourent devant le domicile du chanteur. C'est une espèce de réaction d'hystérie collective. Et on voit à quel point cet homme était rentré dans la vie des gens. C'est comme si un membre de leur famille avait disparu. Vous avez entendu, il y a 2 jeunes filles qui se sont jetées dans la Seine hier. Est-ce que vous comprenez ce geste-là? Oui, sur le coup, je le comprends très bien. Je suis bien triste, oui, parce que je l'aimais beaucoup, madame. Si je peux assister au départ du convoi, j'y assisterai, vous savez. Les obsèques de Claude François sont célébrées le mercredi suivant à l'église d'Auteuil. Ses proches, des personnalités publiques, mais aussi des milliers de fans éplorés, sont venus rendre un dernier hommage au chanteur. On va l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure, je vous en supplie. Laissez-nous rentrer. J'étais en larmes, il y en avait une qui s'est oui, enfin ça a été terrible. Oh, ça a été un événement national. C'était... J'ai le frisson encore en y pensant. Il y avait beaucoup de monde et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'effet que Claude avait sur ses fans et sur les Français. C'était très touchant. Hasard du calendrier, ce jour-là, le chanteur avait prévu la sortie en 45 tours de son titre Alexandrie Alexandra dans les bacs. Dans ces circonstances tragiques, toutes les radios passent le titre en boucle. Voile sur les filles, barque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras.
La chanson reste numéro 1 des ventes pendant 3 mois, avec plus de 800 000 exemplaires vendus. Alexandrie où l'amour danse avec la nuit, j'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je pense qu'il était à son apogée. Ce qui est... finalement, c'est assez extraordinaire. Il meurt avec le disque... je dirais c'est le disque phare. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Oh, oh, la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de ma jeunesse. Depuis son décès, le 11 mars 1978, le succès de Claude François ne se dément pas. La star a vendu plus de 32 millions de disques à titre posthume, grâce à un répertoire qui traverse les générations. En 2016, Matt Pokora est le dernier chanteur en date à rendre hommage à Claude François. My Way, son album de reprise, s'écoule à plus de 500 000 exemplaires. Je me sens héritier un peu de cette trace qu'il a laissée. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cet album, pour rendre hommage à sa carrière, son œuvre et tout ce qu'il a apporté finalement. Et ce que j'adore au-delà de tout, c'est voir ces 3 générations lever les bras sur Alexandrie et Alexandra. J'espère que là-haut il est fier, mais si ça s'est aussi bien passé, je pense que c'est que là-haut il a donné une bénédiction. 40 ans après sa mort, celui qui craignait l'oubli a réussi son pari. Il est à jamais un chanteur populaire. Il a réussi à être éternel et à ne pas vieillir. Je pense que c'est ça, être éternel. C'est quand les gens se souviennent de vous. Il n'a pas franchement réussi sa vie de famille, mais il a au moins réussi à créer cette adhésion, cette fidélité avec le grand public, celui qu'il a toujours voulu avoir. C'est un phénomène plus qu'une carrière qui est extraordinaire.